Imaginez un instant, un empire fragilisé, une invasion étrangère, et au milieu de tout ça, deux leaders charismatiques pris dans une lutte pour le pouvoir. Une lutte qui va littéralement redessiner la carte de l'Afrique du Nord. On va plonger ensemble au cœur d'un conflit qui a duré 17 ans et qui a non seulement scellé le destin de ces deux hommes, mais qui a aussi façonné le monde que l'on connaît aujourd'hui. Alors, pour bien suivre cette histoire incroyable, pleine d'ambition, d'alliance et de trahison, voici les grandes étapes par lesquelles on va passer ensemble. Pour se repérer, jetons un œil à cette frise chronologique. De l'invasion française en 1830 à la reddition d'Abdelkader en 1847, chaque date est un point de bascule. C'est un engrenage qui va mener, étape par étape, à une confrontation devenue inévitable. Notre histoire commence donc en 1830. Les Français débarquent et mettent fin, de manière assez brutale, à 3 siècles de domination ottomane à Alger. Ça crée un vide de pouvoir énorme et évidemment ça attire tout de suite le regard des voisins ambitieux. Et justement, le sultan du Maroc, Abderrahmane, voit les choses de manière très pragmatique. Pour lui, la chute de ses rivaux ottomans, ce n'est pas vraiment une menace, non, c'est une occasion en or, une chance inespérée d'étendre son autorité et son influence dans toute la région. Et c'est là qu'intervient un mécanisme formel très important, la baïa. En gros, c'est le serment d'allégeance. Une délégation de la ville de Tlemcen vient le prêter au sultan, l'invitant à devenir leur souverain pour les protéger des Français. C'est un acte politique et religieux majeur qui va directement l'entraîner dans le conflit. Après quelques avancées, puis quelques reculs du Maroc face à la pression française, le chaos ambiant crée les conditions parfaites pour l'émergence d'un tout nouveau type de leader. Quelqu'un qui vient du terrain, issu de la résistance locale. Et voilà comment le flambeau est passé. Muhyiddin, un chef local très respecté, lance l'appel au djihad. Mais il se sent trop âgé pour mener le combat. Alors il propose son propre fils, Abdelkader. Et en novembre 1832, à seulement 24 ans, ce jeune homme devient le nouvel émir, le nouveau visage de la résistance. Allez, on arrive maintenant au cœur du drame, la relation entre le sultan et le nouvel émir. Une relation incroyablement complexe, ambiguë. C'était une alliance de nécessité, mais qui cachait en réalité des ambitions totalement opposées. Et voilà le nœud du problème. Abdelkader joue un double jeu. Face au sultan, il se présente comme un humble fils, un serviteur, un représentant. Mais face aux Européens, il se présente comme un souverain à part entière, le sultan et commandeur des croyants. Cette dualité, évidemment, va semer la méfiance. Pour bien comprendre l'engagement du sultan, au début, regardez ce chiffre, 6 millions de francs. C'est une somme juste astronomique pour l'époque, surtout pour un pays qui était lui-même en pleine crise économique. Ça montre à quel point il était prêt à investir dans cette alliance. Et attention, ce n'était pas que de l'argent, loin de là. C'était un soutien total, militaire, avec des milliers de fusils, des tonnes de poudre, politique, en faisant pression sur les tribus rivales, et même religieux, avec des fatwas des plus grands savants. C'est tout ce soutien qui a permis les premières victoires d'Abdelkader. Mais voilà, l'ambition d'Abdelkader a fini par dépasser les bornes. En 1833, il commet l'impensable. Il utilise le parasol royal, un symbole de souveraineté exclusivement réservé au sultan. La réaction d'Abderrahmane est immédiate et elle est foudroyante. La punition est sévère. Il coupe toute l'aide, forçant Abdelkader à rentrer dans le rang. On arrive maintenant au point de non-retour de notre histoire. La pression française devient insoutenable et une confrontation dévastatrice se profile. C'est le tournant qui va absolument tout changer. En 1842, le général français Bugeaud réussit à coincer Abdelkader. Pour s'en sortir, ce dernier n'a qu'une solution, fuir au Maroc. Et en faisant ça, il entraîne le sultan dans le conflit direct que celui-ci avait désespérément essayé d'éviter. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Là, on assiste vraiment au choc de deux mondes. D'un côté, une armée marocaine traditionnelle, avec des tactiques qui n'avaient pas bougé depuis le XVIe siècle. Et de l'autre, une machine de guerre européenne, moderne, organisée, avec un armement bien supérieur. L'issue semblait presque courue d'avance. Abdelkader, lui, il a vu le désastre arriver. Fort de son expérience, il a conseillé au jeune prince marocain d'éviter la confrontation directe. « Adoptez la guérilla, harcelez-les », a-t-il dit. Leur supériorité est écrasante. Mais son conseil, plein de sagesse, s'est heurté à l'orgueil et a été complètement ignoré. Et le résultat, il a été brutal, catastrophique. Le 14 août 1844, à la bataille d'Isly, l'armée marocaine est écrasée en à peine quelques heures. Et avec elle, c'est le mythe de son invincibilité, un prestige qu'elle entretenait depuis des siècles, qui s'est effondré. Après la défaite d'Isly, plus rien n'est comme avant. C'est le coup de grâce pour leur alliance. Les deux anciens alliés deviennent des ennemis jurés. Désormais, chacun lutte pour sa propre survie.
Et là, c'est l'acte final et il est tragique. Le traité de Tanger force le sultan à déclarer Abdelkader hors la loi. Mais en même temps, la popularité de l'émir explose au Maroc au point de devenir une menace pour le trône. Coincé, le sultan n'a plus le choix. Il doit se retourner contre son ancien protégé et le traquer comme un ennemi d'État. La situation est sans issue pour Abdelkader. Il est pris en tenaille entre l'armée marocaine à l'ouest et les Français à l'est. Le 23 décembre 1847, il se rend aux Français. Sa reddition ne marque pas seulement la fin de sa résistance, elle offre aux Français la victoire et la légitimité qu'ils cherchaient depuis 17 longues années. Alors, quel a été l'héritage de toute cette saga? Eh bien, pour le Maroc, le prix de la défaite a été absolument dévastateur, avec des conséquences qui vont se faire sentir pendant plus d'un siècle. La défaite a déclenché une véritable cascade de pertes. Le prestige est anéanti. Le Maroc perd des centaines de kilomètres carrés de territoire. Il est forcé d'ouvrir ses marchés à l'Europe. Et peut-être pire que tout, on lui impose une nouvelle frontière dans le désert, mal définie, qui va devenir une source de conflits pour des générations. Et c'est ça, la grande et tragique ironie de cette histoire. Un acte de solidarité, né d'une menace commune, a finalement ouvert la porte à des décennies d'ingérence européenne et a terriblement affaibli celui qui, au départ, voulait aider. Et tout ça nous laisse avec une question cruciale, une question qui résonne encore très fort aujourd'hui. Comment une simple ligne tracée sur une carte en 1845 pour régler un problème peut-elle finir par en créer un autre, un conflit qui dure encore des siècles plus tard? Ça nous rappelle que les décisions du passé continuent de façonner et parfois de hanter notre présent.